Bienvenue à nouveau dans l'émission. Nous sommes aujourd'hui rejoints par Gilbert Doctorow, historien, analyste des affaires internationales et auteur de War Diaries, The Russia-Ukraine War. Je me souviens de la dernière fois où Trump intensifiait la pression et la rhétorique contre les Russes. Il leur avait donné 12 jours pour accepter un cessez-le-feu inconditionnel, sinon la réponse serait écrasante. Cela, bien sûr, la perspective que l'Amérique s'engage, sinon dans une guerre contre la Russie, du moins en mettant tout son poids dans la tentative d'écraser la Russie, a suscité beaucoup d'excitation. Et puis, les 12 jours se sont écoulés. Ils se sont rencontrés en Alaska et Trump a retiré le cessez-le-feu inconditionnel de la table. Je me demandais, maintenant que nous avons vu ce spectacle à nouveau aux Nations Unies, on entend la même rhétorique. Les Russes sont en train de perdre, l'Ukraine est en train de gagner, nous allons récupérer tout ce territoire, et tant qu'à faire, pourquoi ne pas prendre aussi un peu de territoire russe et abattre les avions russes? Et une fois de plus, les Européens sont très enthousiastes. Enfin, l'Amérique s'implique, devient plus directement engagée, du moins puisqu'elle l'est déjà beaucoup. Comment évaluez-vous cette évolution? Eh bien, avant de commencer, je voudrais vous féliciter d'avoir diffusé à l'antenne des opinions très divergentes provenant de différents experts ou de personnes suivies sur les médias alternatifs. Il y a 1 heure, j'ai écouté la première partie de votre interview ce matin avec Jeffrey Sachs, et ce que je m'apprête à dire diverge fortement de son interprétation. La position générale dans les médias alternatifs, Sachs est très connu, et à juste titre, et il a un large public, là encore pour de bonnes raisons. Je suis beaucoup moins connu, et cela s'explique aussi. Et mes opinions pourraient être qualifiées de marginales sur le sujet que nous allons aborder. Je pense qu'il serait très instructif pour les téléspectateurs de juxtaposer, de comparer ces deux interprétations différentes lorsque chacun de nous a été interrogé par vous sur cette question. Jeffrey Sachs a déclaré que la prestation de M. Trump aux Nations Unies était un échec colossal en matière de leadership. Je ne suis absolument pas d'accord. Mais au-delà de cela, il ne s'agit pas seulement de mon opinion sur ce point précis ou de la sienne, mais de notre position respective sur tout ce qui concerne M. Trump. Il n'est pas souvent mentionné que M. Sachs est, par définition, un mondialiste, compte tenu de son poste à l'Université Columbia. Il a soutenu le mouvement écologiste. Toute sa carrière, depuis 30 ans, a été consacrée à la durabilité. Et M. Trump, dans ses discours à l'ONU, a critiqué ces deux positions. Le mondialisme, en particulier dans son aspect lié à l'ouverture des frontières, et il a très explicitement attaqué le mouvement écologiste. Nous partons donc de positions très différentes concernant M. Trump en général. Mais examinons ce qui s'est passé cette semaine dans son discours et dans la réponse de Trump aux journalistes à propos de l'abattage d'avions russes ayant violé l'espace aérien, ainsi que la probabilité que M. Zelensky parvienne à reprendre son territoire grâce à l'aide qu'il recevra de l'Union européenne. Or, Jeffrey Sachs a dénoncé Trump pour son manque de franchise, pour ne pas avoir expliqué au peuple américain les fondements de sa politique et pour sa duplicité. Pour ma part, je pense que si M. Trump faisait l'une de ces choses, il serait destitué et démis de ses fonctions en quelques semaines. Sa politique envers la Russie, contrairement à sa politique sur le mouvement vert ou les frontières ouvertes, ne bénéficie que de peu ou pas de soutien au sein du mouvement MAGA. Elle en a encore moins. En fait, il est vigoureusement opposé par la majorité des membres du Congrès et par la majorité de l'establishment politique américain. Pour cette raison, il n'y a aucune franchise dans son discours. Il y a de la duplicité, un double langage, et il trompe les gens. Telle fut ma première conclusion concernant l'évaluation de Gilbert Doctorow,
sur la probabilité que M. Zelensky remporte la guerre contre la Russie. Il y a eu une réaction initiale d'euphorie parmi les dirigeants européens. Ce n'était pas seulement Lindsey Graham aux États-Unis qui s'est laissé prendre. C'était l'ensemble des hauts dirigeants européens, que ce soit Merz, Starmer ou Macron. Macron était assis à côté de Trump et semblait très satisfait d'entendre Trump dire qu'il pense vraiment que Zelensky peut réussir. Eh bien, c'était la réaction initiale. Après un certain temps et réflexion, et après que des médias comme le Financial Times ont déclaré, au fait, il se pourrait que la parole de M. Trump ne doive pas être prise au pied de la lettre, et qu'en réalité, il prépare le terrain pour une sortie américaine et pour que l'Europe soit blâmée, car il y aura un jeu de reproches pour la défaite et la capitulation éventuelle de l'Ukraine. Eh bien, cela est désormais devenu une opinion consensuelle parmi les porte-paroles de l'Union européenne, comme Kaja Kallas, qui a déclaré précisément cela. Mais enfin, pas précisément. Ce qu'elle a dit, c'est que l'Ukraine ne peut pas réussir avec l'aide de l'Union européenne seule. C'est un indice que les États-Unis devraient faire partie du groupe. Mais cela suggère qu'ils comprennent désormais qu'ils ont été pris pour des imbéciles, ou, comme l'a dit un lecteur de mon récent essai, que M. Trump se moquait d'eux, ce qui est effectivement mon point de vue sur la situation. S'il disait ouvertement qu'il s'attend à ce que M. Zelensky soit vaincu, etc., il ferait face à une énorme résistance de la part de l'ensemble du Congrès. Voilà donc le jeu auquel il se livre. Par ailleurs, concernant la remarque sur le tigre de papier, une insulte envers les Russes, certains lecteurs russes de mes interviews, traduites en russe par diverses plateformes Internet, ont affirmé que c'était une insulte à Poutine. Eh bien, laissez-moi donner ma brève explication. Monsieur Trump veut être un faiseur de paix. Il veut que la guerre prenne fin. Et on lui a dit de toutes parts qu'il doit faire pression sur M. Poutine. Je crois qu'il fait pression sur M. Poutine. Et cette provocation, qualifiant la Russie de tigre de papier, faisait partie des techniques de pression de Donald Trump sur M. Poutine, mais pas dans le sens souhaité par les dirigeants européens et de nombreux membres du Congrès. La provocation, c'est « Vladimir, vas-y maintenant, écrase l'Ukraine tout de suite ». J'ai d'ailleurs dit dans une interview récente que cela pourrait être fait si M. Poutine éliminait les Erachniks et détruisait la rue Bankovskaya, la rue du centre de Kiev où se trouvent la plupart des bureaux du gouvernement. Un lecteur et commentateur russe a dit « Vous avez 100% raison ». Et pour un Russe, écrire cela est plutôt courageux. Cela revient à être considéré comme un critique de Poutine ou un agent ennemi. Mais c'est bien le message que M. Trump fait passer. Il est toutefois intéressant de noter que le faiseur de paix n'est pas toujours en mesure d'instaurer la paix, car cela est perçu comme un signe de faiblesse. Par exemple, vers la fin de la guerre froide, lorsque Reagan a voulu entamer des discussions avec les Soviétiques et aborder la question de l'amélioration des relations et de la recherche d'une paix accrue, il aurait été très difficile pour une colombe de s'en sortir ainsi. Mais comme il était considéré comme un partisan de la ligne dure, personne ne pouvait l'accuser d'être trop conciliant envers les Russes. Ainsi, du fait de sa réputation de faucon, il avait le capital politique nécessaire pour engager le dialogue et tenter de faire la paix. On peut dire la même chose de la manière dont les Russes ont accordé des concessions territoriales aux Chinois. Pour Eltsine, cela aurait été impossible, car il était perçu comme faible. Cela aurait été presque une trahison. Personne ne voyait Poutine comme faible. Donc il a pu conclure de nombreux accords, ce qui a jeté les bases de relations plus stables et plus solides avec les Chinois. Je suppose que ce que je veux dire, c'est que tu tiens peut-être quelque chose là,
parce qu'il est très difficile de faire la paix si l'on est perçu comme un faiseur de paix, étant donné que ces personnes sont vues comme faibles. Il peut être utile de jouer le faucon parfois. Je dois dire cependant qu'il y a une certaine malhonnêteté, et ce n'est pas limité à Trump non plus. Toute l'idée selon laquelle quand il dit oui, l'Ukraine peut gagner. Personne n'y croit vraiment. Et étant donné que leur réaction a été « Attendez, il essaie juste de nous faire porter la responsabilité de l'échec en Ukraine », il est évident que les Européens ne pensent pas non plus que l'Ukraine est en train de gagner. C'est simplement l'une de ces choses qu'il faut dire pour prouver sa loyauté envers le récit qui permet à la guerre de continuer. Alors nous répétons tous en chœur, oui, la guerre était non provoquée. L'Ukraine est en train de gagner. Ils subissent peu de pertes. La Russie envoie des vagues humaines. Zelensky est super démocratique. Je veux dire, c'est ce qu'il faut dire pour soutenir la prolongation de la guerre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a aucune honnêteté nulle part. Tout le monde ment simplement pour soutenir le récit, ce qui rend impossible la conclusion d'un accord de paix et ne fait que prolonger la guerre. Mais comment évalues-tu Starmer, Macron, von der Leyen et Merz? Quelles sont leurs positions? Parce que j'ai vu M. Tusk, le Premier ministre polonais, aller sur Twitter et se rendre compte « Attendez, on est peut-être en train de se faire avoir ici ». C'est-à-dire que Trump essaye de nous refiler la responsabilité de la guerre en Ukraine. J'imagine qu'il ne paniquerait pas autant s'il pensait vraiment que la guerre tournait en leur faveur. Pourquoi voudriez-vous assumer la responsabilité si vous pensez réellement que vous êtes en train de gagner? Eh bien, ils sont tellement investis dans toutes ces balivernes et toutes ces absurdités qu'il leur est très difficile de faire marche arrière, d'autant plus qu'ils avancent de manière unanime et critiquent sévèrement tout membre des 27 pays qui sort du rang, comme Fico en Slovaquie et Orban en Hongrie l'ont fait. Donc ils finiront par agir, mais ils repoussent sans cesse l'échéance, un pas vers la réalité. Mais permettez-moi d'être très précis sur la duplicité et le mensonge envers le public, ou les contre-vérités que M. Trump propage. Cela concerne un domaine, peut-être quelques autres. Mais le domaine notable, c'est sa politique sur la démocratie, la guerre entre l'Ukraine et la Russie, et sur ce qu'il attend des relations américaines avec la Russie après la guerre. Il n'ose pas exposer cela de manière directe, honnête et franche. Pour la raison que je viens d'évoquer, il perdrait tout son soutien politique et deviendrait instantanément un président en fin de mandat, voire serait destitué s'il agissait ainsi. En même temps, son discours à l'ONU était parfaitement franc et honnête et témoignait d'un vrai leadership, que l'on apprécie ou non l'orientation de ce leadership. C'est une autre question. C'est un choix personnel pour chacun des auditeurs. Mais il a été parfaitement sincère en exprimant ses convictions profondes sur l'ouverture des frontières et sur les énergies renouvelables comme alternative aux combustibles fossiles traditionnels. Et il a été parfaitement honnête et franc. Si quelqu'un avait pris la peine d'écouter jusqu'à la fin de son discours au sujet d'un monde multipolaire, pourquoi est-ce que je dis cela? Il a affirmé qu'il est du devoir des chefs d'État et de gouvernement de veiller à la prospérité de leur peuple et de soutenir les traditions nationales de chaque pays qui fondent l'unicité et la souveraineté de ces nations. Mon Dieu, c'est une rupture totale avec les principes fondamentaux des néoconservateurs et du globalisme. Et cela venait du cœur. Donc il a bel et bien un cœur et il parle avec, mais pas sur l'Ukraine et la Russie. Mais je comprends ce que vous dites. John Mearsheimer l'a interprété de la même manière. Cette déclaration,
qui était très belliqueuse sur le papier et dans la rhétorique, a en fait servi à laver les mains de Trump de la guerre en Ukraine. J'ai trouvé cela convaincant parce que, lorsqu'il a dit « Eh bien, allez abattre des avions russes, mais vous savez, l'Amérique ne participera pas. Et vous pouvez imposer des sanctions écrasantes à la Russie et des sanctions secondaires qui écraseront aussi l'Europe. Mais vous savez, allez-y d'abord et nous vous rejoindrons plus tard. Oui, nous enverrons toutes les armes, ils peuvent reprendre tout le territoire. Mais vous savez, il faudra nous les acheter. Et ils n'ont pas vraiment l'argent. L'Amérique n'a pas les armes et les Ukrainiens n'ont pas les soldats. Donc, je suppose que j'ai trouvé votre argument dans votre article assez convaincant en ce sens. Mais je dois dire cependant que les mots ont leur importance et la rhétorique peut être très dangereuse. Tout cet argument sur le fait de frapper plus profondément à l'intérieur de la Russie, qu'ils vont envoyer plus d'armes, c'est l'une des choses qui a rendu Lindsey Graham tout excité, comme une petite écolière, que désormais, l'Amérique ne mettrait plus aucune limite sur les armes. Nous allons avoir ces missiles longue portée qui frapperont en profondeur la Russie, ce qui revient en fait à une attaque américaine contre la Russie. Et avec les avions de chasse russes aussi. Je veux dire, une fois que ces mots ont été prononcés, la Russie doit en tenir compte. Et encore une fois, ils ont été très clairs. Si quelqu'un en Europe envisage de tirer sur un avion russe, alors c'est la guerre. Il n'y a pas d'autre issue. Il semble donc que la rhétorique Ce serait problématique s'il y avait le moindre fondement aux revendications, aux exigences et aux points levés des dirigeants européens. Ce que faisait Trump, c'était les mettre au défi. Et c'est un bluff, car il sait, et ils savent, qu'ils n'ont pas les moyens d'agir sans les États-Unis. Il met aussi au défi les Américains, ceux qui sont sous ses ordres, qui lui disent, et qu'il répète ensuite, « Oh, nous allons envoyer 3000 missiles à l'Ukraine pour qu'ils puissent frapper en profondeur. » Eh bien, cette question a été abordée par des analystes russes à la télévision d'État, et ils insistent sur le fait que ces armes n'ont pas encore été produites. On parle de quelque chose qui arrivera dans 2 ou 3 ans. Quand Trump a dit qu'il allait les envoyer, il n'a pas précisé quand. Oh, ils ont donné une date, mais ce n'était pas sérieux. Cela ne se produira pas dans 3 semaines. Par conséquent, cette attitude belliqueuse qui semblait évidente et qui aurait pu ravir des gens comme Lindsey Graham n'est qu'un bluff, des paroles en l'air. En attendant, M. Poutine, l'avocat, car il est juriste de formation, ne veut pas entreprendre une action qui ne serait plus une opération militaire spéciale, mais bel et bien un acte de guerre. Il ne veut pas faire cela sans l'autorisation spécifique de son Parlement. Cet homme, l'avocat, agit en contradiction avec l'homme qui est le commandant suprême des forces armées russes, qui s'appelle aussi Vladimir Vladimirovitch Poutine. Nous avons donc cette contradiction au sommet de la Russie, et elle devrait être résolue. Elle ne fait que s'éterniser. Oui, eh bien, Zelensky a fait des commentaires laissant entendre qu'il pourrait frapper. Je ne suis pas sûr s'il comptait frapper Moscou avec des Tomahawks, quelque chose dans ce genre. Mais j'ai vu un rapport, je ne l'ai pas encore vérifié, mais j'ai lu que les Tomahawks ne seraient finalement pas livrés. Donc encore une fois, cela serait aussi quelque chose qui provoquerait une guerre directe entre l'OTAN et la Russie. J'imagine donc que, derrière la rhétorique enflammée, il semble encore subsister un peu de bon sens. Mais sur la question du bon sens, que voyez-vous se passer actuellement? Je veux dire, vous avez suivi la guerre de très près avec vos journaux de guerre, et il y a eu un effritement progressif au fil du temps. Nous avons essayé de colmater les brèches avec de nouvelles armes, des stratégies de recrutement plus agressives en Ukraine, mais pour l'instant, de nombreuses régions sont en train d'être encerclées.
pas seulement Pokrovsk ou Konstantinovka, mais aussi Kupiansk. Celle-ci pourrait être la plus critique. Beaucoup de problèmes s'accumulent. Il y a aussi le front de Zaporizhia, qui est désormais coupé à la fois par l'ouest et par l'est. Mais une fois que les pays deviennent désespérés, et tu as dit que les Européens s'étaient pleinement engagés dans cette voie, et s'il n'y a pas de solution diplomatique, je crains toujours que le désespoir ne se transforme en stupidité. Et il ne semble pas y avoir de pénurie de cela en ce moment en Europe. Alors, qu'en penses-tu? Qu'est-ce que tu vois venir? Je pose la question parce que je vois les Russes envoyer des Oreshniks en Biélorussie, donc je ne suis pas sûr qu'ils ne sachent pas quelque chose que nous ignorons encore. Eh bien, plusieurs choses. Tout d'abord, pour faciliter la compréhension des auditeurs, Kupiansk a été décrite comme un important avant-poste fortifié de l'Ukraine. C'est effectivement un centre logistique, mais c'est aussi une ville qui protège Kharkiv. Cela fait partie de la stratégie russe visant à prendre Kharkiv sans lancer d'assaut terrestre direct sur la ville, ce qui pourrait entraîner de lourdes pertes civiles. Après tout, Kharkiv n'est pas seulement la deuxième plus grande ville d'Ukraine, c'est aussi essentiellement une ville russophone. Donc s'ils entraient et prenaient la ville d'assaut, ils tueraient en quelque sorte leur propre population. Leur objectif est donc d'encercler Kharkiv, et la prise de Kupiansk en est un élément clé. Ils procèdent de manière très spectaculaire en utilisant des pipelines souterrains datant de l'ère soviétique, des gazoducs, pour faire entrer secrètement leurs propres troupes. Certains de ces tuyaux sont assez grands. On m'a dit que certaines forces russes circulaient à moto ou en scooter à l'intérieur de ces conduites. Quoi qu'il en soit, c'était un événement très dramatique. Ils ont déjà leurs troupes au centre de Kupiansk et ils sont en train de le nettoyer. C'est un développement important pour le nord-est, car cette zone Kharkiv servait de base de départ pour des attaques contre la frontière russe ou les provinces frontalières, à savoir les oblasts de Belgorod et de Koursk. De plus, très précisément, parmi les 700 soldats ukrainiens que les Russes auraient encerclés à l'intérieur de Kupiansk, un grand nombre faisait partie de ce qu'on appelle l'armée ou corps des volontaires russes, c'est-à-dire précisément les personnes, des déserteurs russes, qui avaient été armés et envoyés par les Ukrainiens pour commettre des actes de terreur et assassiner des civils lors de la première incursion ukrainienne dans les zones frontalières, il y a environ un an. Ces actions à Koursk et Belgorod. Les Russes tiennent donc absolument à tous les éliminer, et je pense qu'ils en ont éliminé 250 sur les 750 d'origine. Mais c'est pas le front principal. Le front principal, comme vous l'avez dit, se trouve dans l'oblast de Donetsk. C'est là que les Russes progressent et qu'ils risquent de faire dans la ville de Pokrovsk, connue en russe sous le nom de Krasnoyarsk, quelque chose de similaire à ce qu'ils font actuellement à Kupiansk. Pourtant, d'autres choses se préparent. Vous avez mentionné Zaporizhia. Oui, mais il y a quelque chose de plus, je pense, de plus important pour comprendre comment tout cela va se terminer, qui est maintenant discuté à la télévision russe, à savoir la nécessité de prendre Odessa, car Odessa est assez proche. Si vous regardez la carte, ce sont des termes maritimes. C'est assez proche de la Crimée. Les Britanniques et les Français ont considéré Odessa comme une base clé, précisément pour cette raison. Les Russes, à leur tour, portent désormais leur attention sur Odessa afin de la capturer. Et s'ils y parviennent, cela en dit long sur la façon dont la guerre se terminera. Car une fois que l'Ukraine résiduelle n'a plus Odessa, elle perd une grande partie de son intérêt pour la Grande-Bretagne et la France. Voilà comment la guerre évolue. Mais tout cela avance terriblement lentement, et le monde ne reste pas immobile. C'est pourquoi je pense que M. Trump pousse Poutine à en finir par un acte spectaculaire, comme une attaque éclair sur Kiev, qui décapiterait le régime de Kiev.
that decapitates the Kiev regime. So you think a decapitation strike Donc, vous pensez qu'une frappe de décapitation pourrait être imminente, c'est-à-dire alors que les lignes de front s'effondrent. Pour ajouter à la confusion, aller directement contre Kiev, parce que, eh bien, jusqu'à présent, les Russes, je ne dirais pas qu'ils n'ont pas touché Kiev, parce qu'ils l'ont fait, surtout récemment. Mais, vous savez, ce ne serait pas très populaire, même en Russie, étant donné le rôle historique de Kiev dans l'histoire russe en tant qu'origine de la ruse de Kiev. Mais pensez-vous qu'une telle frappe de décapitation pourrait avoir lieu dans un avenir proche? Eh bien, tout d'abord, le fait d'avoir l'Ereshnik élimine une grande objection à l'attaque de Kiev. Ils ne vont pas raser la Laure, cette église orthodoxe très célèbre et importante, monastère et dépôt des reliques et restes sacrés des saints russes. Ils n'ont pas besoin de causer beaucoup de dégâts à Kiev dans son ensemble. Ils doivent simplement anéantir et pénétrer en profondeur pour atteindre les lieux de sécurité souterrains de M. Zelensky et de son cercle rapproché sur Bankovskaya Ulitsa et un ou deux autres endroits. Ainsi, les dégâts matériels à Kiev seront minimes. La décapitation, je pense que ça dépend beaucoup de M. Trump. S'il devait, par exemple, vraiment renforcer les sanctions, faire quelque chose qui perturbe gravement l'économie russe, ce qui est en son pouvoir, il peut faire des choses très dures, cela pourrait bien pousser Poutine à faire ce qu'il devrait faire. C'est-à-dire passer de cette guerre d'usure qui peut durer beaucoup trop longtemps à en finir avec le régime Zelensky. Nous verrons. Finishing up the Zelensky regime. We'll see. Je pensais qu'il y avait de fortes chances que quelque chose comme cela se produise après l'attaque contre les forces nucléaires russes, que c'était quelque chose qui ne pouvait pas, oui, quelque chose qui mettrait fin à la guerre d'usure. Pourtant, il semble poursuivre la même approche. Ma dernière question cependant, je voudrais simplement vous interroger sur ces récentes tensions entre les Européens et la Russie. Parce que j'ai aussi eu, il y a 2 jours, un entretien avec le colonel Douglas McGregor, qui a été auparavant conseiller auprès du secrétaire à la défense américain. Il a soutenu qu'en discutant avec différentes personnes des services de renseignement américains, ils ont en quelque sorte rejeté cela comme étant une supercherie européenne. Ils ont dit que c'était exagéré et que les Estoniens en particulier n'étaient pas crédibles. Ils ont affirmé que la Pologne, vous savez, plus ou moins, enfin, pas plus ou moins, ils ont très ouvertement admis qu'il n'y avait pas d'ogive là-dessus. Bien sûr, les Russes vont plus loin. Ils disent bien sûr qu'il n'y a pas d'ogive, mais aussi que ce n'était pas les leurs. Ils ont été, vous savez, envoyés par l'Ukraine. Encore une fois, je n'ai aucune preuve ici, donc ce n'est pas à moi de le dire. Mais que pensez-vous de ces tensions? Même si c'est la Russie qui agit ainsi pour peut-être envoyer un signal qu'elle peut aussi amener la guerre chez vous, même si c'est le cas, je suis un peu pas perplexe, mais je remarque l'enthousiasme européen à ce sujet, comme s'ils pouvaient presque montrer ce pistolet fumant venant de Russie, qu'ils ont maintenant une certaine légitimité pour intensifier les choses ou impliquer les Américains. Je ne suis pas vraiment sûr. Oui, même dans ce pays, parce que, je veux dire, en Norvège, à Oslo, il y a eu, vous savez, ils pensaient que c'était un drone. C'est comme, oh, la Russie, et à la fin de la journée, ils ne sont pas sûrs que c'était un drone. Et le lendemain, ils ont arrêté quelqu'un avec un autre drone. Mais vous savez, il est norvégien, donc ça n'a aucun sens. Mais cette impulsion a toujours se précipité dans cette sorte d'excitation que maintenant, enfin, les Russes nous ont attaqués. Maintenant, nous pouvons, vous savez, faire quelque chose. C'est très étrange pour moi. Eh bien, aucun de nous n'en sait vraiment rien. Et je doute que la vérité à ce sujet soit connue avant des décennies. Mais nous abordons la question selon nos propres conceptions. Et ma conception, c'est que cela s'inscrit dans la lignée d'une opération sous fausse bannière typique
conçu et en partie exécuté par les Britanniques, par le MI6. Je regarde le timing. Le timing est important. Dans le cas de l'Estonie, Kaja Kallas elle-même a dit, c'était il y a une semaine, vous savez, les Russes ont fait ces incursions 4 fois cette année. D'accord. Pourquoi n'en avez-vous pas parlé avant? Pourquoi ça ressort-il maintenant? Pourquoi soudainement la Norvège apparaît-elle? Pourquoi soudainement le Danemark et leur premier ministre, d'ailleurs pas l'armée? L'armée est beaucoup plus prudente au Danemark. Ils disent qu'ils n'ont aucune idée d'où cela vient, et que cela pourrait venir d'un navire en mer Baltique, et que cela pourrait être le navire de n'importe qui. Mais c'est la véritable première ministre russophobe du Danemark qui a dit « Oh, nous ne pouvons pas exclure la Russie. » D'accord. Je pense que le MI6 est derrière tout ça parce que cela correspond au schéma habituel. Si l'on regarde la dernière décennie, à chaque fois qu'il y a une sorte de grande opération sous faux drapeau, que ce soit en Syrie ou en lien avec la Russie, cela coïncide toujours avec quelque chose. Eh bien, le meurtre ou la mort d'Alexei Navalny, c'est arrivé quoi? Une semaine avant la conférence de sécurité de Munich, alors que sa veuve avait déjà été préparée pour venir s'exprimer. Eh bien, c'est intéressant. Mais c'était un coup monté. Qui avait accès à lui dans le Grand Nord? Eh bien, les Britanniques disposent d'un système d'espionnage très étendu et mènent des activités à travers toute la Russie, notamment avec l'aide de personnes capables de se faire passer pour des Russes, des Ukrainiens russophones qui travaillent avec eux en tant qu'agents du renseignement ukrainien. J'ai dit à l'époque que Navalny avait été tué par les Britanniques. Je dis aujourd'hui que ce que nous voyons est un complot britannique, aidé et soutenu par les Ukrainiens, qui y participent pleinement, parce que cela a attiré l'attention des Européens sur l'utilité de l'Ukraine pour leur fournir sa technologie et son matériel unique, afin d'intercepter et de détruire à moindre coût, non pas à 50 000 $ le missile, mais avec un drone à 20 000 $ venant de Russie. Cela a été très commode pour M. Zelensky. Mais plus largement, toute l'idée d'un mur de drones, qui a été l'un des résultats de cette opération, un mur de drones pour toute l'Europe, avec les Ukrainiens comme partie prenante. C'est un résultat. Mais le timing, encore une fois, est pour moi un indicateur important. Toute cette histoire sur les soi-disant drones russes attaquant la Pologne et la Roumanie, puis l'incursion de jets militaires russes dans l'espace aérien estonien, tout cela arrive à la toute fin et juste après Zapad 25. Ces exercices conjoints entre la Biélorussie et la Russie ont lieu tous les 4 ans. Ils venaient de se terminer avec 100 000 soldats russes et 25 délégations étrangères, dont beaucoup étaient assez importantes, et manifestement des clients potentiels pour l'équipement militaire russe et pour des accords de sécurité avec la Russie, contre de l'argent, bien sûr. Et il est très commode de relancer ce nouveau refrain « Russie, Russie, Russie » pour détourner l'attention de ce grand succès russe lors de Zapad 25. Eh bien, oui, derrière les slogans rhétoriques vides des médias, il y a une réalité plus complexe, je suppose. Donc merci beaucoup d'avoir pris le temps de parler en ce samedi. Et oui, j'apprécie toujours énormément vos points de vue. Eh bien, j'apprécie beaucoup que vous exposiez le public à des points de vue divergents auxquels il a droit et dont il a besoin.